Merci. Je vais donc vous parler de politique ou de ce qu'il en reste, au risque de passer pour nostalgique, voire réactionnaire. Et pour ce faire, je vais remonter à 1671 et au janséniste Pierre Nicole, qui écrivait « Ce que l'amour-propre recherche particulièrement dans la domination, c'est que nous soyons regardés des autres comme grands et puissants. » À notre époque, où le narcissisme des dirigeants vide de son contenu le champ politique, Nicole nous rappelle que ce devrait être non la politique qui sert le narcissisme des gouvernants, mais le politique qui borne le narcissisme de ceux qui la servent ou s'en servent. Le narcissisme, nécessaire pour arriver au pouvoir, est délétère quand il s'agit de l'exercer. Dans ces temps-là, quand Nicole écrivait, mais ces temps ont duré jusqu'à, en gros, le début de la Ve République, en ces temps-là, les puissants pouvaient quelque chose et n'étaient pas, comme aujourd'hui, paralysés par l'impuissance publique que mes deux prédécesseurs ont souligné avec le déclin de l'État, n'étaient pas paralysés par l'impuissance publique et condamnés par leur conviction que leur propre toute-puissance infantile leur permettait et condamnés à l'inaction. En ces temps-là, les grands étaient en général grands, de grandes personnes, et non pas, comme aujourd'hui, des enfants acharnés à se piquer leurs jouets dans la cour de récréation des palais de la République. En ces temps-là, les gouvernants gouvernaient un pays et pas seulement un petit tas de courtisans qui les servent tout en les méprisant. En ces temps-là, les politiques ne passaient pas leur temps à contempler leur propre image dans les écrans que leur tendent les communicants manipulateurs et cupides et les journalistes flatteurs et serviles. Pardonnez-moi, Louis Dreyfus, je n'inclurai pas le monde, évidemment, dans ce jugement. D'ailleurs, je ne fais jamais aucun jugement global sur une catégorie quelle qu'elle soit, les journalistes pas plus que les politiques ou les communicants ou les plombiers. Mais il se trouve que le monde a en son sein un certain nombre de journalistes qui ne sont ni flatteurs ni serviles et que l'origine de ce petit livre que vous avez mentionné n'est autre que l'entretien que j'avais fait avec Gérard Courtois dans vos colonnes et qui m'a demandé ensuite d'en faire un bouquin. Bon. Je dis ça pour ne pas m'attirer vos foudres dans la discussion. Alors, rappelons un certain nombre de choses. Ou plus d'abord, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à cette scénographie étrange, un peu semblable à celle que j'affronte aujourd'hui. Cette scénographie étrange de nos présidents de la République, dans leurs conférences de presse, ou de n'importe quel ministre ou homme politique sur les plateaux de ces chaînes qu'on appelle improprement d'information en continu et qui sont des chaînes de publicité avec une discontinuité d'information. Les hommes politiques, quand ils parlent à la télévision, et c'est l'essentiel de leur temps de parole, qu'est-ce qu'ils voient ? Qu'est-ce que voit François Hollande quand il fait une conférence de presse ? Il voit d'abord son pupitre avec un prompteur où se lisent dérouler les phrases qu'ont écrites des collaborateurs et qu'il a parfois du mal à comprendre, ou en tout cas à énoncer avec un minimum de reprise de souffle qui n'en contredisent pas le sens manifeste. Bon. Mais qu'est-ce qu'il voit au-delà ? Il voit un parterre de journalistes. Entre parenthèses, dans quel pays verrait-on 300, 400 journalistes se lever comme un seul homme quand le président de la République entre dans la salle pour faire une conférence de presse ? Au-delà de ça, il voit les caméras de télévision. Est-ce qu'il voit la France ? Est-ce qu'il la regarde ? Non, il se regarde regardé par une espèce de public global, de plus en plus restreint d'ailleurs, qui écoute ses propos. On se souvient lors de la campagne du fameux 15 fois répété « moi président », par lequel l'actuel président
en une prévision autoréalisatrice d'ailleurs, mais qui tenait aussi de la méthode Coué, avait affirmé son identité. Il faut constater que 30 mois plus tard, il semble avoir bien du mal à se convaincre que président il l'était et que ce moi qu'il proclamait a une consistance politique précise. Vous vous souvenez peut-être d'une conférence de presse où, interrogé sur ce qu'il était, socialiste, pas socialiste, social-démocrate, il dit « je ne sais pas très bien ce que je suis ». C'est un peu fâcheux dans la position qu'il occupe, mais chacun ses difficultés. L'actuel Premier ministre, non sans le ridicule des va-t-en-guerre qui piétinent sur place dans les opérettes en disant « marchons », déclarait il y a peu « je ne suis pas un déserteur, je suis un guerrier ». Mon Dieu, si j'ose dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de l'image de lui-même qu'un Premier ministre entend offrir? Devons-nous vraiment partager ces bouffées d'élation du moi présidentiel quand François Hollande nous annonçait depuis Bamako qu'il venait de vivre le plus beau jour de sa vie? Les chefs de l'opposition, je m'empresse de le dire, ne sont pas en reste ni de je ni de moi. Et l'image de Sarkozy en Zorro vengeur masqué ou celle de Kosciusko-Morizet en dame patronesse prenant le métro valent bien l'une et l'autre en pathétique amour de soi, celle de Ségolène Royal costumée en liberté conduisant le peuple ou celle d'Arnaud Montebourg déguisé en marin breton. De droite ou de gauche, hommes ou femmes, les politiques passent leur temps à exhiber ce qu'ils sont et parfois à affirmer qu'ils sont tout court, qu'ils existent, mais finalement ils ne nous renseignent assez peu sur ce qu'ils font. Au fond, le mot d'ordre des politiques aujourd'hui, ce n'est pas « yes we can », c'est « yes I am ». On mesure la chute dans cette française des jeux, JE, qui est devenue la France politique. On mesure la chute entre une politique qui autrefois consistait à se poser la question, pardonnez-moi de reciter Lénine, Lénine disait « que faire ?» c'est la question même de l'homme politique. Aujourd'hui, les hommes politiques sont passés à de plus modestes préoccupations. Que suis-je et que faire croire, que faire savoir. Ce tableau affligeant m'a amené à étudier les rapports entre narcissisme et politique. Je dis bien les rapports actuels, car le problème n'est évidemment pas neuf, et les réflexions qu'il suscite, je citais tout à l'heure Pierre Nicole, les réflexions qu'il suscite sont anciennes. Mais au-delà de la crise politique, je crois qu'il faut en mesurer les aspects les plus contemporains. Au-delà du malaise dans la civilisation que Freud énonçait, nous avons affaire aujourd'hui à une sorte de malheur dans la civilisation dont la chute et la décadence de l'État et de ses représentations collectives est un des éléments. La politique est devenue une autopolitique faite par et pour les politiques en fonction de leurs seuls intérêts, qu'ils soient réels, imaginaires ou symboliques, pour reprendre la trinité de Lacan. C'est une métapolitique à laquelle nous assistons, qui se prend elle-même pour objet et pour champ d'action. Une politique sur la politique et non le gouvernement des hommes au nom du bien commun qu'elle était autrefois. Qu'est-ce que le narcissisme politique? Quelle est cette frontière qui fait que ce narcissisme, nécessaire à toute carrière politique, comme à toute réussite d'ailleurs dans le monde social dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui fait que l'on bascule dans un narcissisme politique? Eh bien, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, on est effectivement dans le narcissisme pathologique quand on met là où le « je » ne peut pas advenir, où l'on met du « moi » pour se défendre contre la difficulté d'être un sujet, c'est-à-dire un assujetti à l'autre. Il résulte de cette absence de limite, chez nos hommes politiques, mais pas seulement, j'y reviendrai, un état limite où, comme celle de Narcisse, l'identité fragile des dirigeants, qui ne dirigent plus qu'eux-mêmes, et encore, s'abrite derrière le bouclier miroir de leur toute-puissance illusoire.
Sous sa forme postmoderne, le narcinisme, c'est-à-dire CY, le narcinisme règle les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, entre les gouvernants et les médias, et aussi entre gouvernés au sein du corps social. Entre les politiques, on voudrait qu'ils méritent ce nom, entre les médias, qui sont de simples moyens, rappelons-le, c'est le sens du mot, et non des fins en soi, entre les individus, on aimerait encore les appeler citoyens, il existe un triangle des miroirs, une tragique illusion dans laquelle chacun fuit son être dans le paraître et son faire dans le faire savoir. Premier pôle de ce triangle, les communicants. Aujourd'hui, Twitter et Facebook modifient profondément jusqu'à les détruire toute une série de rapports sociaux et les rapports politiques en premier lieu. La planète des réseaux dits sociaux, qui désocialisent en fait, et la toile, réseau de narcissisme affronté et confronté, donne à la politique une dimension de moins en moins publique, de plus en plus incluse dans la psyché individuelle et collective. La visualisation de la politique a gagné tous les acteurs. On ne commente plus ce que les politiques ont fait, ni même ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, mais ce qu'a bafouillé en 140 signes leur reflet dans le miroir. Un politique qui ne tweeterait pas serait mort, et dans ce monde de visibilité universelle, la frontière entre la vie privée et la vie publique, comme entre le virtuel et le réel, tend à s'abolir. La politique ne relève plus du libéralisme ou du socialisme, mais du médiatisme. Dans une société où l'information n'était que écrite, Karl Kraus disait « Les hommes politiques mentent aux journalistes, puis ils croient ce qu'ils publient de leur dire ». Aujourd'hui, le verbe communiquer de transitif est devenu intransitif. Mais ce n'est pas seulement la grammaire qui en souffre, mais la réalité sociale. On pourrait résumer ainsi la dégradation du pouvoir d'État. Il a perdu son complément d'objet direct. Cachez ce réel que je ne saurais voir, laissez-moi me réfléchir. Il n'y a plus de fenêtres dans les palais officiels depuis que les communicants les ont occultés par des miroirs. Mais une société médiatiquement gouvernée n'est pas gouvernée. C'est une société à somme nulle où le jeu politique n'est ni gagnant-gagnant, ni perdant-gagnant, mais perdant-perdant. Le visuel, qui est au cœur du narcissisme, littéralement, Narcisse ne fait que regarder, regarder, et a changé la politique. À l'autre sommet du triangle, au-dessus des communicants, les politiques ne sont pas en reste quant au vide de la pensée et à la misère de la parole. Ressort essentiel de la prise du pouvoir, le narcissisme est devenu leur principal obstacle à son exercice. Certes, Freud avait observé que les personnalités narcissiques sont bien faites pour entraîner les autres, pour prendre la place du leader et impressionner par leur exceptionnelle assurance personnelle. Mais aujourd'hui, les générations politiques ont changé. Je dirais qu'elles se sont dégradées dans leur qualité, quand on fréquente un peu le personnel politique, dans leur qualité à la fois intellectuelle, morale, politique. Le personnel politique a changé d'ambition. Tous les dirigeants, depuis toujours, visaient à gravir les sommets. Mais à ceux qui faisaient l'ascension pour voir le monde de plus haut, ont succédé ceux qui grimpent seulement pour que le monde les voie. On est passé, pour paraphraser un titre de Freud, de la psychologie collective à l'analyse du moi. Aux idéaux collectifs de la raison politique succède le narcissisme des petites différences. Le politique, soulignons-le, s'exerçait autrefois au nom de Dieu, au nom de la République, au nom du prolétariat. Aujourd'hui, il s'exerce en tant que, vous entendez les hommes politiques commencer toute leur phrase par en tant que premier secrétaire du Parti socialiste, en tant que ministre de ceci, toujours leur personne vient signer le propos plus qu'une référence tierce. Les miroirs des princes, autrefois, étaient, depuis l'Antiquité, des petits traités que les clercs,
qui sont à partir du Moyen-Âge des religieux, mais autrefois des philosophes, enfin dans l'Antiquité des philosophes, que les clercs écrivaient à l'usage des princes pour les aider à gouverner mieux, c'est-à-dire dans le sens d'une transcendance, au nom de quelque chose. Ces miroirs des princes ont abouti à Machiavel, qui a écrit le dernier miroir des princes, où il donne des conseils aux princes sur un mode, alors là, déjà cynique. Le prince, quand il consultait ses clercs, avait dans l'idée de suivre un chemin de salut à la fois personnel et pour l'État qu'il gouvernait. Aujourd'hui, nous avons d'autres miroirs des princes, qui sont effectivement les miroirs médiatiques, les communicants, et les écrans divers et variés qui donnent aux politiques l'illusion d'avoir un retour, mais ce retour d'image est évidemment tout sauf édifiant. Je ne regrette pas le temps où la politique se faisait au nom de Dieu et du salut de l'âme du prince, mais on pourrait espérer que les médiateurs de la parole politique servent aussi, dans l'autre sens, à éclairer l'homme politique sur ce qu'il y aurait à penser ou ce qu'il y aurait à faire. On assiste à des pathologies narcissiques de plus en plus fréquentes dans le champ politique, qu'il me suffise d'évoquer l'hallucinant départ de Cahuzac, étalant son moi grandiose, comme dirait Kohut, devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale réunie pour le juger. Ou bien Sarkozy annonçant son retour avec force tics et grimaces pour venger la blessure d'avoir perdu un pouvoir dont il ne s'était pas demandé durant 5 ans quel intérêt général il pourrait bien servir, et simplement pour s'assurer que 20 millions d'électeurs verseraient bientôt le baume de leur vote sur la blessure narcissique d'avoir un jour entendu son successeur dire à une petite fille et à la face du monde « Eh bien, on ne le reverra plus, ce président-là. » Donc, on va voir ce qu'on va voir. Sarkozy, pendant 40 minutes sur France 2, nous l'a annoncé. On allait le voir, lui, en majesté, et l'autre, le minable, qui a pris sa place, couvert de goudron et de plumes. C'est Dixit Sarkozy, hein. La limite entre le narcissisme normal et le narcissisme pathologique est franchie lorsque se confondent, chez les hommes et les femmes politiques, la conscience exacerbée de leur mérite et la certitude de leur légitimité. Légitimité à détenir le pouvoir, ce qu'on appelle en anglais « entitlement », un droit, un titre que les autres n'ont pas et qui ouvre à la jouissance, sans aucun sentiment de devoir, au double sens du terme, devoir aux autres, avoir une dette, devoirs moraux, avoir des obligations. La toute-puissance des hommes politiques les assure de mériter ce qu'ils ont gagné. Poste, gains financiers, et aussi de mériter ce qu'ils convoitent. Femmes, biens, promotion. On est exactement à l'opposé de ce que Pascal, 1660, discours sur la condition des grands, de ce que Pascal, en bon janséniste, recommandait aux princes. Ne rien attribuer à ses mérites personnels, ne jamais s'y croire, comme on dit aujourd'hui. Le politicien narcissique, il s'y croit. Il croit qu'il est ce qu'il est, il croit qu'il est parce qu'il est à une certaine place. Ne jamais y croire, ce serait peut-être la leçon de la démocratie, et hors du succès dans l'exercice du pouvoir, le prince devrait se rappeler qu'il n'est pas un être supérieur et que les attentes de son moi et de ses idéaux ne seront pas satisfaites par la seule visibilité. Combien de politiciens professionnels le sont devenus simplement pour continuer à bénéficier le plus longtemps possible des bénéfices secondaires, non seulement matériels mais psychiques ou primaires, de l'exercice du pouvoir. En démocratie, leur ego surdimensionné au départ s'accroît au fil des élections qu'ils remportent et ils ne doutent plus de leur supériorité. C'est là évidemment leur fragilité. Les êtres vraiment supérieurs, que ce soit dans les arts, la pensée, la science ou la vie ordinaire, ou la politique,
n'ont pas besoin de se sentir supérieurs grâce au regard du monde. Le narcissique, ce n'est pas celui qui attend son être du regard de l'autre, qui attend le sens de sa vie des mots de l'autre. C'est celui qui ne l'attend que de l'image qu'on lui renvoie de lui-même. Nombreux sont enfin les politiques qui illustrent le tableau clinique des troubles narcissiques de la personnalité. Et rares sont ceux qu'on peut qualifier proprement de pervers narcissiques, car tout pervers est narcissique, mais tout narcissique n'est pas pervers. Les politiciens sont animés de plus en plus d'une sorte d'insatisfaction avec une dimension très matérielle des avantages que procure la place qu'ils occupent. Il y a une montée extrêmement flagrante dans le champ politique en France, pas seulement, mais beaucoup en France, parmi les démocraties, de la corruption, avec cette espèce d'amoralisme supérieur dans lequel s'installe une classe politique qui considère que leur droit est celui de prendre tout ce qui leur revient en étant exempt de toute faute ou de toute culpabilité. Je renvoie évidemment à l'affaire Strauss-Kahn ou à l'affaire Cahuzac, par exemple. Michel, je crains qu'il ne faille conclure. On me fait des signes dans le public. Bien, eh bien, je vais conclure en passant peut-être un instant à questionner la société, vous, moi, nous, qui n'est pas exempte d'une montée du narcissisme de masse, avec ce recours croissant à ces appareils qui, non sans raison, s'appellent iPhone, iPad. Le I est partout, le sujet nulle part. Donc, c'est nous qui nourrissons, nous avons sans doute les hommes politiques que nous méritons, et que le narcissisme qui mine les rapports sociaux est probablement la cause et la conséquence du narcissisme qui mine la classe politique. Les conséquences de tout cela: 1. Une société sans autre lien social que l'envie et la haine, des sujets politiques, classes, groupes ou clans qui ne sont plus intéressés qu'à leur propre jouissance, dont ils tentent d'imposer à l'autre le prix, ou bien qui trouvent plus de satisfaction à empêcher celle de l'autre. 2. Par un vote qui dissocie le pouvoir de la politique. Le vote n'est plus un choix entre des mots relatifs, mais celui de ne pas faire de choix. On vote pour des candidats de niche en sachant fort bien qu'ils ne seront jamais au gouvernement parce qu'ils n'y accéderont pas. On vote non pas pour faire, mais pour dire qu'on est. L'État, qui devrait contribuer à ce qu'il y ait des sujets, ne peut aujourd'hui former que des individus qui zappent systématiquement les gouvernants, que ceux-ci gouvernent ou ne gouvernent pas. 3. À la relation dialectique d'un État exerçant son autorité sur les citoyens qu'il respecte, c'est substituer une relation régressive d'un État thérapeute qui flatte des individus qui le méprisent. 4. Une sorte de relation thérapeutique négative traverse la France qui se détourne de la politique, et les soins que les gouvernements de droite comme de gauche ont prodigués à crédit à diverses couches de la société, ça s'appelle la dette, n'ont fait que susciter un non radical. La France est comme un patient qui, pour atteindre l'autre, se fait mal à elle-même. Et notre société ressemble à celle que Machiavel décrivait il y a 5 siècles pour Florence, une chose égarée que rien ne rassemble plus, des oiseaux effarouchés volant en tous sens. 5. Le mal est partout. N'opposons donc pas aux hommes de pouvoir et aux hommes de médias ces narcissiques miroirs jumeaux qui ne cessent de se regarder les uns les autres, une société qui, elle, serait éprise d'altérité. Nous ne sommes pas moins narcissiques que nos dirigeants ou nos communicants, mais simplement plus dépourvus de moyens pour faire entendre notre moi. Pour conclure, avec pessimisme, et un pessimisme finalement très freudien, une phrase de Pascal: « On nous traite comme nous voulons être traités, nous haïssons la vérité
on nous la cache. Nous voulons être flattés, on nous flatte. Nous aimons à être trompés, on nous trompe. Je vous remercie. Merci.